Afrique, Canal Aoussa et Panafricom TV. Ce dimanche, Panafricom commence dans sa première partie avec cet accord d'Istanbul. Un accord qui a été signé entre Kiev et Moscou. Finalement, cet accord prévoit le déblocage des céréales ukrainiennes bloquées dans la mer Noire. Alors, cet accord a été signé sans que les deux parties puissent être ensemble. Cet accord a été justement rendu possible par l'entremise de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Alors, enjeu et jeu de cet accord. Nous partons à Bruxelles en l'entame de cette édition pour prendre Luc Michel. Luc Michel, bonjour et bienvenue. Un accord qui a été signé le 22 juillet dernier, mais actuellement, il y a des dents qui commencent à grincer dans cet accord. Est-ce qu'on peut refaire le contexte de cet accord, de sa signature, des acteurs qui étaient en présence? Luc Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert, bonjour aux téléspectateurs. Tout d'abord, il faut démentir une chose, parce que ce sont des choses qu'on entend en Afrique, c'est qu'il y aurait une amitié entre la Turquie, l'Iran et la Russie, et que cette amitié ferait bouger les choses. La Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN, et c'est en Afrique et au Proche-Orient le cheval de Troie des États-Unis. Les réunions, le sommet tripartite de Téhéran, il a été glacial. Les Iraniens ont tracé des lignes rouges en Syrie devant la Turquie, refusant l'intervention militaire. Et le sommet a vu surtout un accord entre Moscou et Téhéran pour la fourniture par Téhéran de plus de 300 drones à l'armée russe, précisément pour contrebalancer les drones Bayraktar que la Turquie vend pour le compte de l'OTAN à l'Ukraine. Les seuls avancées, c'est cet accord sur les céréales, qui n'est pas un accord entre la Turquie et la Russie, puisqu'ils ont refusé de discuter entre eux, mais qui est un accord signé entre l'ONU d'un côté et l'Ukraine de l'autre, et l'ONU et la Russie, et avec la garantie de la Russie puissance de l'OTAN. Quel est cet accord? C'est-à-dire que les Russes et les Ukrainiens vont organiser, les Ukrainiens et les Turcs vont organiser des corridors humanitaires au départ d'Odessa et de deux autres ports ukrainiens pour évacuer les céréales ukrainiennes. Mais en échange, la victoire diplomatique pour Poutine, puisque les Ukrainiens, les Occidentaux, dont les Américains, vont renoncer à des sanctions contre la Russie dans le domaine des banques et dans le domaine des céréales. Les Russes vont voir les sanctions levées pour la vente des engrais et de leurs propres céréales. Poutine reste donc le maître des horloges. Mais hier, évidemment, la Russie a montré les limites de cet accord. Il y a eu une frappe contre des objectifs militaires dans le port d'Odessa. Les Russes voulant montrer qu'Odessa était toujours un objectif militaire pour la Russie et qu'il n'était pas question de démilitariser Odessa ou de permettre la militarisation d'Odessa par les Occidentaux, l'OTAN ou les Ukrainiens. Moi, je connais bien le port d'Odessa, puisque j'y ai longtemps eu des activités politiques. Je participe chaque année à des grandes activités dans le port d'Odessa, organisées par le Parti communiste ukrainien contre la présence militaire américaine. Aujourd'hui, le Parti communiste ukrainien n'existe plus. C'est une organisation politique. Il y en a 9 autres qui sont interdites par la junte de Kiev et ces activités n'ont plus lieu. Nous organisions des grandes activités contre la présence dans ce port en haute mer de la flotte de l'US Navy, la flotte de guerre américaine, évidemment. Le but des Russes, c'est de rappeler qu'Odessa est toujours un objectif militaire et qu'il n'est pas question, évidemment,
pour les Américains, pour l'OTAN ou pour les Ukrainiens de revendiquer une victoire militaire dans ce port. Donc, Luc Michel, l'intelligence de cet accord, on va revenir sur ce bombardement tout à l'heure, mais je voudrais quand même, et je veux les lire, pratiquement certaines, justement, certaines prises d'opposition, même si pour ces prises d'opposition, certaines sont requises sous l'anonymat. Je rappelle que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a dit ceci pour cet accord. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a relevé le caractère sans précédent de cet accord conclu entre deux pays en guerre. Deuxième chose, vous venez de dire un peu plus haut que c'est entre l'ONU, Moscou et la Turquie. Au terme de cet accord, dont des couloirs sécurisés permettront la circulation de navires marchands en mer Noire, que les deux parties se sont engagées à ne pas attaquer. C'est ce qu'a dit, a précisé un responsable des Nations Unies ayant requis l'anonymat. Alors, Luc Michel, peut-être qu'il y a un piège dans cette affaire de l'accord de l'accord dit entre les deux pays en guerre, mais qui n'ont pas paraphé les mêmes documents, Luc Michel. Piège, il est du côté ukrainien. Tout d'abord, il y a eu deux traités séparés, un signé par la Turquie et l'ONU, l'autre signé par la Turquie, l'ONU et la Russie. Donc deux traités différents. Mais contrairement à ce que fait croire la propagande de guerre ukrainienne, comme d'habitude, le méchant, ce n'est pas la Russie et les Ukrainiens. En effet, les ports d'Odessa, ils sont bloqués parce que les ports ont été minés par les Ukrainiens et par les Russes. Et les Ukrainiens ont refusé de déminer les ports, ce qui va compliquer les choses. Les navires marchands vont devoir traverser les eaux minées par les Ukrainiens. C'est cela qu'il faut retenir, évidemment, dans l'affaire. Les Ukrainiens ont refusé de déminer les ports et évidemment, ils ont rendu l'opération encore plus dangereuse. Maintenant, il faut dire un mot sur l'ONU. L'ONU est complètement transparente. Elle est complètement impuissante dans l'affaire ukrainienne et elle penche du côté de l'Ukraine puisque la FAO, qui est l'organisme de l'ONU en matière alimentaire, a pris position contre la Russie en faveur de l'ONU, renonçant ainsi à sa neutralité. Voilà ce qu'il faut constater dans l'affaire. Il ne faut pas donc faire confiance ni à l'Ukraine ni à l'ONU, mais uniquement dans cette affaire à la Russie et à la Turquie. Oui, Luc Michel, vous touchez là un élément essentiel qui est un problème côté Russie, c'est que l'accord prévoit le déminage de cette zone de la mer Noire et que l'Ukraine n'a pas déminé la zone. Alors, qu'est-ce que cela implique? Parce que la Russie dit précisément ceci, sécuriser implique la garantie que les bateaux qui entrent dans le port ukrainien ne transporteront pas d'armes. Alors, on peut comprendre que la Russie soit vertement vexée, si je dois m'exprimer ici, alors que il n'y a pas eu de minage et que pratiquement, même les bateaux qui entrent, on n'est pas sûr qu'ils n'ont pas des cargaisons d'armes. Luc Michel, quel est le commentaire, la lecture qu'il faut faire? Est-ce que il n'y a pas là un autre piège, un pied de grue mis sur la Russie? Tout d'abord, il y a trois aspects techniques. Les sanctions, un des principaux aspects des sanctions, c'est que les bateaux russes et les bateaux qui quittent les ports de la mer Noire ne sont plus assurés. Les principales compagnies d'assurance, c'est les Britanniques, c'est la Lloyd's à Londres, et donc elle obéit à un gouvernement de l'OTAN. Les bateaux, jusque maintenant, ne sont plus assurés. Une des raisons pour lesquelles ils ne sont plus assurés, c'est la question principalement par l'Ukraine du minage des ports. En refusant de déminer, évidemment,
on met à mal les accords. Deuxième chose, l'accord prévoit que les navires, lorsqu'ils reviendront vers les ports ukrainiens, seront inspectés dans les ports turcs pour vérifier qu'ils ne transféreront pas des armes. Donc évidemment, l'Ukraine met en danger cet accord sous prétexte évidemment que ce sont les Russes qui les mettent en danger. On est une fois de plus dans la comédie de la propagande de guerre de l'OTAN. Oui, justement, j'insiste sur cet aspect. Parce que lorsqu'on lit les déclarations de l'Organisation des Nations Unies sur cette affaire, l'ONU est en train de justifier que déminer les ports aurait pris trop de temps. Cela signifie. Et ça veut dire qu'en principe, la Russie devait s'embourber dans le déblocage alors que les ports restent minés. Écoutez, le but c'est qu'il y ait des incidents et c'est que les Russes finissent par renoncer d'eux-mêmes à l'exportation des céréales pour protéger leurs navires, en particulier leurs navires de guerre. Le but, comme d'habitude, depuis le début de l'opération militaire spéciale, le but de l'OTAN, et l'ONU est du côté de l'OTAN, la Turquie aussi, c'est de faire passer les Russes pour les méchants et évidemment de rendre impossible l'opération d'évacuation des céréales. C'est cela qu'il faut retenir. On veut obliger donc les navires à passer dans des eaux minées en risquant d'être détruits, en particulier les navires russes, et de se faire piéger. Parce qu'évidemment, ils vont devoir suivre des canaux d'évacuation sous la garantie de l'Ukraine, qui évidemment n'a aucune fois dans l'affaire fait preuve au contraire d'une hostilité absolue contre la Russie. Il y a le port de Tchernomorsk. Alors, lorsqu'on prend cet aspect sur ces trois ports, en principe, qu'est-ce qu'il se passe exactement dans cette zone, Luc Michel? Et de la mer d'Azov sont maintenant sous contrôle russe, à part Odessa et ces deux autres ports. La mer Noire, c'est un lac russe, malgré la présence des flottes de l'OTAN roumaine, bulgare et turque. Et la mer d'Azov, c'est totalement une mer fermée russe. Évidemment, donc tout départ de ces ports est contrôlé par la flotte russe. Il reste donc trois ports qui ne sont pas sous contrôle russe. C'est le port d'Odessa qui est sous blocus par la flotte de guerre de la mer Noire russe, et il y a ces deux autres ports évidemment. Ces ports ont été minés par l'Ukraine pour empêcher leur prise par la flotte russe qui aurait été immédiate. En particulier, les deux grands ports de Mariupol et de Kherson. Kherson a été pris par la Russie. La première semaine de l'opération militaire spéciale, on s'apprête à y proclamer une troisième république pro-russe autoproclamée au mois de novembre. Et le port de Mariupol a été pris par la Russie au bout de plusieurs mois de combat. Alors, Luc Michel, j'insiste dans cette affaire parce que géopolitiquement et géostratégiquement, nous devons aller en profondeur. Est-ce que dans cette affaire, ce n'est pas un jeu du chat et de la souris pour cet accord qui est prévu durer 120 jours? Et la bonne volonté des Russes, puisque même Madame Mirman, qui est l'ex-ambassadrice de France en Russie, qui est consultante sur les plateaux de BFM TV, elle développe une propagande anti-russe. Elle a reconnu sur les plateaux de BFM TV ce matin que l'intérêt de faire respecter cet accord était du côté de la Russie, puisque la Russie a obtenu la levée des sanctions pour l'évacuation de ses propres céréales, pour les sanctions contre ses engrais, mais surtout pour maintenir des bonnes relations d'amitié avec la Russie, puisque Macky Sall et l'Union africaine
ont demandé la levée de ces sanctions et l'évacuation vers l'Afrique des céréales et des engrais. Les Russes n'ont donc aucun intérêt à ce que ces accords ne soient pas appliqués. Mais les Ukrainiens, évidemment, qui veulent faire passer les Russes pour des méchants et qui veulent fâcher la Russie avec l'Afrique, ont tout intérêt à saboter ces accords. C'est ce qui est en train de se passer. Le principal sabotage, évidemment, c'est le maintien du minage par l'Ukraine de ces 3 ports ukrainiens. Alors, Luc Michel, je repose une question toujours dans ce sens. Ciao. En principe, on a eu à débattre avec des personnes, peut-être prises, certaines d'une certaine catégorie qu'on peut appeler la rue, d'autres peut-être à un certain niveau. Nous sommes là dans une situation cruciale et mondiale, c'est-à-dire 25 millions de tonnes de céréales bloquées dans ces 3 ports, justement. L'Afrique en a besoin, le monde est bloqué à ce niveau. Cette volonté, ce n'est plus une volonté, c'est des actes, c'est-à-dire ce refus de déminer ces ports, toute chose qui rentre dans l'accord, ne va pas rendre cet accord vain et impraticable. Écoutez, il faut connaître les dossiers. L'accent mis sur l'Ukraine, c'est dû à la propagande de guerre de l'OTAN. Ce n'est pas du tout la guerre en Ukraine et encore moins la Russie qui a provoqué la crise alimentaire mondiale. Hier, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont reconnu que l'augmentation de 80% du prix des matières agricoles datait du mois de janvier, c'est-à-dire avant l'opération militaire spéciale de la Russie. De plus, le principal exportateur, c'est la Russie pour 80%, l'Ukraine intervenant pour 5%. Cela veut dire que ce sont les sanctions contre la Russie et contre les engrais russes qui font que les Occidentaux, l'OTAN, ont provoqué la crise alimentaire mondiale et pas du tout la Russie en Ukraine. Donc, il ne faut pas attendre des accords qui sont entrepris par l'ONU, la Turquie, l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas attendre la fin de la crise alimentaire mondiale. Cette crise ne peut venir que de la fin des actions anti-russes par l'OTAN, notamment les sanctions et la guerre économique. Est-ce que ici, on a souvent vu l'OTAN agir de cette manière comme un malin, comme des malins, comme des roublards, c'est-à-dire accuser, c'est-à-dire agresser et faire tourner l'agressé comme agresseur? Nous sommes là, j'insiste là-dessus. Et Luc Michel, il va falloir qu'on se dise des vérités là-dessus. Nous sommes là sur 30% du commerce, justement, de blé à l'Ukraine seule et à la Russie. 30% de commerce mondial. Est-ce que ici, on ne va pas prendre une raison, vous venez de citer l'OTAN, une raison pour dire que c'est la Russie, en réalité, qui est le perturbateur, lorsqu'on sait que, justement, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, qui continuent à envoyer des armes, sont derrière l'Ukraine? Écoutez, au cœur de toute cette affaire, il y a la propagande de guerre de l'OTAN. L'OTAN prétend que la Russie est l'agresseur, qu'elle est le méchant, qu'elle est le perturbateur de l'ordre mondial, alors que 80% de la population mondiale ont soutenu au G20 la Russie contre les Occidentaux. Mais la vérité, c'est que ce sont les Occidentaux les perturbateurs. La crise alimentaire mondiale, elle date de l'année 2021 et d'avant l'opération spéciale en Ukraine. C'est la spéculation sur les matières agricoles qui a provoqué la crise alimentaire mondiale. En 2014, suite aux sanctions déjà adoptées contre la Russie dans le dossier de la Crimée, la Russie est progressivement devenue le premier exportateur mondial de blé. C'est le cas actuellement. Lorsqu'on dit que la Russie détient 30% du commerce mondial de blé avec l'Ukraine, l'Ukraine détient 5% et la Russie le reste. Dès lors, la Russie a une minorité de blocage
sur le commerce mondial des matières premières. C'est cette minorité de blocage que les pays occidentaux, en particulier les multinationales comme Nestlé notamment, veulent détruire. Donc la guerre des sanctions, évidemment, elle vise à détruire la minorité de blocage russe sur le commerce mondial des denrées alimentaires. Je veux prendre deux autres cas historiques dans le monde. Lorsque l'ONU s'abat sur la Libye de Kadhafi, c'est pratiquement parce que Kadhafi est un dictateur et qu'en principe, il tue le peuple et qu'il faut justement libérer ce peuple. Ça, c'est un premier exemple. Mais on va constater que sur la zone tampon qui avait été décidée, c'est-à-dire qu'une zone aérienne, l'OTAN est arrivé à intervenir sur le sol. On va prendre aussi, par exemple, le cas de l'Irak. C'est des cas tragiques pratiquement où on a vu pratiquement l'OTAN, on a vu la grande campagne de Colin Powell avec les mensonges et des choses qui après ne se sont pas vérifiées. Est-ce que ici, cette situation ne va pas donner à l'OTAN, puisque l'Afrique pratiquement est muselée par rapport à cette situation, est-ce qu'on ne va pas utiliser cette raison pour dire que c'est la Russie qui est le problème? C'est la différence. Bien entendu, l'Occident, c'est l'Empire. On a déjà vu contre Kadhafi en 2011 les mêmes techniques qui sont employées contre la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire, on accusait Kadhafi de tirer sur son peuple. On sait aujourd'hui que c'est des snipers mandatés par l'OTAN venus de Pologne. Et le chef du CNT, le traître Mustafa Abdel Jalil, qui est un ancien ministre de Kadhafi, qui commandait à Benghazi pour les Occidentaux, il est en fuite aujourd'hui en Allemagne. Il a reconnu que Kadhafi n'avait jamais tiré contre son peuple. Voilà la vérité. Tout cela, c'est de la propagande. La différence qui est arrivée aujourd'hui, c'est que la Russie a disposé de 10 ans pour contrer la propagande de l'OTAN. Elle mène aujourd'hui une guerre hybride avec l'aide de la Chine et avec l'aide de l'Iran. Et elle a aujourd'hui une contre-propagande puissante. Au G20, elle a été soutenue par 80% de la population mondiale, dont tous les pays non alignés, dont la Chine, dont l'Iran, dont l'Inde, dont le Pakistan. Toutes ces puissances qui représentent 80% des terres émergées de la population mondiale savent que l'Occident ment et l'Occident est donc isolé. La propagande des doubles discours de l'OTAN, évidemment, ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient il y a 10 ans. Ajoutons que la propagande de l'OTAN, la guerre des sanctions avant, était menée contre des petits pays isolés. L'Iran, la Libye en 1990, la Libye en 2011, l'Afghanistan à partir de 2003, l'Irak à partir de 1994, etc. L'Iran encore depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, la Russie, c'est un État-continent. C'est la première puissance nucléaire mondiale, plus puissante que les États-Unis. C'est une puissance capable de rivaliser avec l'OTAN. Et bien entendu, il n'est pas question contre elle d'appliquer les mains avec la même puissance, les mêmes méthodes qu'on appliquait à des petits États isolés. Et ça, c'est justement la pointe géopolitique et d'ailleurs géostratégique que je cherchais avec vous. Et même pour vos amitiés, Luc, je sais, et il faut le dire avec beaucoup d'amour ici et de compassion. Vous avez voulu éclairer le monde sur cette affaire parce qu'on a des affabulateurs, qu'on soit du camp de l'OTAN, bloc occidentalo-américain ou le camp de l'Euro-Asie, on devrait quand même reconnaître des vérités qui sont des faits historiques, en réalité, qui sont têtus et qui sont là. Alors, dans cette affaire, est-ce que l'OTAN ne vise pas à retourner, par exemple, l'Afrique contre la Russie? Bien sûr, c'est un des buts.
subjuguer l'Afrique. Ni l'OTAN ni Zelensky n'y est renoncé. Évidemment, leur but, c'est de dire, vous voyez, vos amis russes sont en train de vous affamer et ils sabotent les accords. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez vu qu'Emmanuel Macron est en visite en Afrique. Il essaye de ramener le Cameroun du côté des Occidentaux et immédiatement le ministre Lavrov a entamé une grande tournée simultanée pour contrer la tournée de Macron en Afrique. Il est en visite notamment en Éthiopie, au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui est l'allié de la Russie. Voilà ce qu'il faut retenir de l'affaire. Mais les véritables experts géopolitiques du camp occidental, pas ceux qui font la propagande de guerre sous les plateaux de télévision de l'OTAN, ils reconnaissent la défaite des États-Unis. Cette semaine, il y a le grand magazine américain Harper's. Il fait sa couverture en annonçant que le 21e siècle ne sera pas un siècle américain. Et il explique que les Américains ont perdu la guerre, que cette guerre est remportée par Poutine. C'était déjà ce que disaient les experts, notamment de Newsweek, mais surtout, il y a le plus grand des géopoliticiens actuels américains, c'est bien entendu Kissinger. Kissinger s'est exprimé au sommet de Davos il y a quelques semaines et il s'est frontalement opposé à George Soros. Les deux, ils sont en âge très avancé. Soros a presque 90 ans. Kissinger a plus de 100 ans. Mais ces gens-là ont des moyens médicaux que nous n'avons pas. Ils ont toujours, comme on dit, bon pied, bon oeil, grâce à une médecine de pointe achetée à coût de milliers de dollars. Ils ont tous les deux pris la parole. Soros a appelé à une guerre de longue durée contre les États-Unis. Kissinger, lui, a appelé à la ride politique. Il a dit qu'il fallait stopper cette guerre, que Poutine avait gagnée et qu'il fallait faire la paix avec la Russie. La position que je défends sur des plateaux, ce n'est pas une position qui est celle de Luc Michel ou des penseurs, des partisans de la Russie, de l'Eurasie ou encore du panafricanisme. C'est celle qui est celle de tous les experts sérieux, pas des faux experts, des généraux, ceux que j'appelle les gabelins de 2022 de l'OTAN, qui hantent les plateaux de télévision français. En tout cas, vous le savez très bien, il y en a qui font des débats de cuisine et des débats de hamburgers. On ne va pas aller dans ce sens. Je reste avec vous sur la pointe de cette affaire. On va creuser cette affaire pour comprendre pratiquement les enjeux. Vous venez d'orienter là vers deux positions, c'est-à-dire faire la paix avec la Russie et aller vers une guerre de longue durée. Qu'est-ce que cela suppose d'un point de vue de l'autre, parce que les deux sont opposés? J'ai posé la question au moment de Davos dans une chronique sur ma radio et dans un éditorial. J'ai dit le choix de l'Occident, Kissinger ou Soros, c'est exactement ce qui se pose. Soros, qui représente les milieux qui veulent à tout prix la guerre contre la Russie, mais aussi contre l'Iran et la Chine, au prix d'une troisième guerre mondiale et de la destruction de la planète. C'est pour ça qu'il pousse à la guerre. Zelensky, c'est leur employé, et Biden, c'est l'employé de Soros au Kamala Harris. Kissinger, lui, il propose la ride politique. Constatez que Poutine l'a déjà emporté. Constatez que le 21e siècle ne sera pas américain. Constatez que la troisième guerre mondiale est une folie et qu'il faut constater le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'ordre multipolaire dominé par Moscou, Pékin et Téhéran. Kissinger est un partisan de la ride politique, c'est-à-dire de venir à la table de négociation et de faire la paix avec la Russie. Notamment, c'est de réduire au silence l'Ukraine, démilitariser, dénazifier l'Ukraine comme la Russie et y abandonner les territoires à la Russie, la Crimée, Donetsk et Lugansk, mais également les nouveaux territoires libérés, ceux que revendique Lavrov, c'est-à-dire la Novorossia, de Kharkov à Odessa et à Tiraspol
en Moldavie, en Transnistrie. Voilà. Simplement, ce dilemme, est-ce que l'Occident suivra la voie du bon sens, qui est celle de Kissinger, et évitera la destruction de la planète, ou est-ce que les fous bellicistes, les Biden, les Kamala Harris, les George Soros, et les cinglés, le clou de sang à Zelensky, l'emporteront? C'est cela toute la question. On reste dans cette question, dans son fond. J'ai commis un petit article dans nos forums, vous l'avez certainement lu, il est clair, et j'assume cette position, qu'il y a une volonté de fond de certains acteurs et partisans de la criminalité mondiale de tenir le monde dans la prédation, dans une espèce d'embrigadement et d'une gendarmerie internationale qui ne peut plus tenir. Et justement, Poutine dit plus jamais ça, et cela use donc d'une campagne et des campagnes justement de noircissement depuis, de retournement des situations. Je voudrais qu'on examine de fond cette affaire. Alors, si on suit la position de Soros, vers où va-t-on? Qu'est-ce qui peut se passer à partir de ce port, ces trois ports, et justement à partir de ce non-déminage des ports qui ne va pas faire avancer la Russie, à partir de ce soutien des États-Unis qui continue à envoyer des armes, vers où va-t-on, Luc Michel? Céréales et des ports ukrainiens, c'est la pointe de propagande du moment, mais ce n'est pas ça qui est important dans le dossier. L'important, c'est que les Américains et leurs partisans en Europe veulent faire durer la guerre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Ils veulent une guerre qui dure des années, ils veulent enliser la Russie, et ils veulent une situation de guerre. Il faut savoir que tous ces gens, ils sont partisans de la géostratégie de la tension. La géostratégie de la tension, c'est une tactique de guerre qui a été mise au point en Somalie en 1991 et en Libye en 2011, au Mali et en Centrafrique en 2012. C'est créer des zones d'instabilité et de chaos et dominer le monde à partir de ce chaos institutionnalisé. Ces gens, évidemment, veulent que le chaos mondial se développe à partir de l'Ukraine. Les partisans de la rime politique, eux, ils veulent évidemment une situation apaisée et mettre un terme aux situations de conflit. C'est donc bien un dilemme qui Kissinger contre Soros, Soros étant une figure emblématique de ce clan belliciste. Oui, Luc Michel. Alors, on va se tourner un peu vers ceux-là qui sont des acteurs, je pourrais dire, périphériques, je ne m'abuse pas. On va commencer avec l'Afrique. Alors, quel doit être le regard de l'Afrique dans cette affaire? Surtout que vous évoquez la visite d'Emmanuel Macron, qui en réalité, on le sait, il y a les mois passés, était d'une superbe et d'un orgueil et d'une insolence épidermique à nul autre. Aujourd'hui, il est en terre africaine et justement, il va au Cameroun où il avait dit tous les mots, les mauvais mots sur le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Alors, vous savez aussi que dans ce pays, il y a eu une signature d'un accord total avec la Russie et que Tibor Nagui, justement, l'un des argentiers ou alors, les artisans de ce groupe belliciste avaient dit que cet accord piquait aux yeux de la France et des États-Unis d'Amérique lorsqu'il a été signé en pleine agression. Que pensez-vous, Luc Michel, qu'il puisse se faire en Afrique dans cette volonté d'enlisement de la Russie? Tout d'abord, il faut dire un mot sur Macron. Macron se prenait pour Jupiter, mais Jupiter est mort. Ce n'est pas moi qui me dis, c'est le grand journal Le Times de Londres. Macron dit d'ailleurs qu'il n'est plus Jupiter, mais qu'il est un autre dieu grec, Héphaïstos, le dieu des enfers, mais aussi de la force des dieux. On l'appelle Vulcain en latin. Vulcain, Héphaïstos, dieu des enfers, c'est tout le programme de Macron. Macron vient en Afrique apporter avec les Américains la stratégie du chaos. Évidemment, les Africains ne doivent pas se laisser prendre à ces pièges. La place des Africains, c'est aux côtés de la Russie, de la Chine et de l'Iran.
pour redevenir les sujets de leur histoire. L'alliance de la Russie, comme Lavrov vient l'expliquer en Afrique, c'est mettre un terme à cette géostratégie du chaos qui a fait tant de tort à l'Afrique depuis 10 ans et dont les pointes s'appellent le printemps africain, puis le printemps arabe, puis le printemps africain. Macron, évidemment, il vient apporter la géostratégie du chaos en Afrique et en particulier au Cameroun. Alors qu'il vient rencontrer Paul Biya, l'assurer de son amitié, il vient aussi rencontrer les candidats d'opposition pour lancer ceci frontalement contre Paul Biya et saboter la succession de Paul Biya. Moi, je le dis depuis le premier jour, il ne fallait pas accepter cette visite. C'est un piège tendu par Macron au Cameroun, mais aussi au Bénin. Et j'appelle d'ailleurs tous les Camerounais à descendre dans la rue avec une foule de drapeaux camerounais et de drapeaux russes. Il faut que Macron reçoive une gifle publique. C'est la Russie qui est l'allié du Cameroun et plus la France qui est son ennemi. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que le président camerounais Paul Biya a officiellement invité Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une diplomatie secrète? On sait que Paul Biya, c'est un renard des surfaces diplomatiques, parce qu'en réalité, il a toujours joué dans ses blocs, dans ses alliances, et s'est toujours tiré comme un flegme. Alors, est-ce que dans cette industrie du chaos, vous pensez qu'on va enliser le Cameroun dans cette affaire? C'est le but des Français en allant relancer une révolution de couleur au Cameroun. Elle est en cours. Elle a pour protagoniste Kamto et Kamal Libri et tous les agents amenés par les fondations allemandes et les fondations américaines. Les Américains, eux, ils veulent relancer le terrorisme. Ils ont décidé de lancer, à la place de la sécession maçonnienne, une nouvelle sécession, celle de la question Kanouri, qui a été lancée par une conférence en début d'année à Yaoundé. Les Kanouris, c'est un peuple musulman présent sur toutes les rives du lac Tchad, mais principalement au Cameroun. Les Américains veulent faire de la question Kanouri la question ouïghour du Cameroun, comme les Kanouris doivent être pour le Cameroun ce que sont les Ouïghours pour la Chine. C'est cela qui n'est pas évidemment acceptable. Il faut dire un mot. Tout est contenu dans Machiavel. Machiavel explique que lorsque les dirigeants sont forts, ils pratiquent la stratégie des lions. Mais lorsqu'ils sont faibles, ils pratiquent la stratégie du renard. C'est ce que fait Paul Biya depuis des années. Avant 2015-2016, évidemment, les Occidentaux, les Américains, les Français étaient tout puissants en Occident. Les Africains n'avaient pas le choix. Il n'y avait que la stratégie du renard. Mais depuis 2015-2016, les Russes sont de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Ils sont venus avec leurs alliés iraniens et ils proposent donc des alternatives aux chefs d'État africains. C'est ce qu'a compris Tandera. C'est ce qu'a compris le colonel Goïta au Mali. C'est ce qu'a compris Kabila qui est en train de revenir au devant de la politique zaïroise. C'est ce qu'a compris Sassou Nguesso au Congo. C'est ce que Paul Biya n'a pas encore compris. Le temps n'est plus à la stratégie du renard. Le temps est venu de revenir aux stratégies du lion et de donner des coups de griffe puissants contre les prédateurs occidentaux. Plus de tenter de biaiser avec eux. Mais pourtant, l'un des noms reconnus pour le président camerounais, son Excellence Paul Biya, que nous saluons d'ailleurs au passage, parce que cette visite, c'est certainement demain, c'est l'homme lion. Alors, vous pensez qu'il n'a pas la stratégie du lion, Luc Michel, et qu'elle n'a pas des subtilités internes que peut-être on ignore, puisque ce qui est clair, c'est que l'accord du 12 avril dernier avait
officiellement été rendu public, et vous êtes en train de dire que la Russie a lancé aussi par ses émissaires une campagne de l'autre côté dont il y a alternative, ce qui n'existait pas lors de la guerre en Irak, parce que pratiquement le Cameroun avait pesé en dernier ressort parmi les 6 pays qui étaient comme non alignés. Luc Michel. Est-ce que nous sommes avec Luc Michel? Alors, je disais tantôt, on observe la place africaine en direction de ce qui se passe justement entre Kiev et Moscou, où au sommet du monde, on voit des astuces, des malignités, des subterfuges, des choses en principe. Et Luc Michel a été clair tout à l'heure que nous nous trouvons là dans 2 perspectives, c'est-à-dire faire la guerre de l'usure et arriver donc à la théorie, en fait, à la pratique du chaos en Ukraine. Ça, c'est Soros qui défend cette option. Et de l'autre option, Kissinger qui défend qu'il faut comprendre que la Russie, pratiquement, a gagné le terrain et la guerre, et qu'il faut donc s'asseoir maintenant sur la table des négociations pour, justement, repartir dans le sens de la paix. Cette paix-là qui ne peut être garantie que par une multipolarité du monde et non un monde sous gendarme international, sous gendarmerie internationale, surtout que cette gendarmerie internationale, lorsqu'on rentre dans le rétroviseur de l'histoire, a fait des mares et des mares de sang, c'est-à-dire versé des mares et des mares de sang, et qu'aujourd'hui les peuples en ont marre. En 2014, justement, lorsque Poutine reprend l'Ukraine, dans son discours, il avait dit la ligne rouge est tracée parce que, en principe, vous, la communauté dite occidentale ou alors la communauté internationale, il a recensé tous les endroits du monde où ils ont pratiquement torpillé, martyrisé, tué, criminalisé les peuples, et que cela ne pouvait pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, donc, nous nous trouvons dans cet enclave de l'Ukraine où c'est c'est François qui dit, non pas François, les deux sont partis, Jean-Paul II et François, non, c'est François justement, c'est François qui le disait, il y a quelque chose comme 2 mois que, en réalité, ce qui a mis Poutine dans la colère, c'est les chiens qui se sont mis à aboyer sur les portes de la Russie et qui donc ont pratiquement enflammé la colère de Vladimir Poutine, parce que ces chiens-là, selon Vladimir Poutine, si l'on rentre à plus de 4 mois ou 5 mois, c'est-à-dire avant le déclenchement de la police internationale, la démilitarisation de l'Ukraine et de la dénazification de l'Ukraine, le 24 février dernier, on peut aller avant la fin de l'année où Poutine disait nous allons casser les dents de tous les chiens qui auront envie de ronger nos espaces. C'était un avertissement solennel. Et Poutine, justement, savait déjà qu'après le bombardement par l'Ukraine du Donbass, en 2014 toujours, avec une destruction de 14 000 personnes, c'est-à-dire les bombardements de l'Ukraine, et personne ne le dit. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a quand même cette affaire. On ne sait pas sur quoi les hommes jouent sur la surface de la terre. On connaît que, justement, dans les régions du Donbass, l'Ukraine avait pratiquement bombardé et tué des populations pro-russes, 14 000 personnes. Alors, depuis cette date-là, Poutine a dit que si ça continuait à ce qu'on ronge ces territoires et que ces chiens-là, il allait les casser les dents. Et c'est justement ce qui a commencé à se passer en février, 24 février dernier. Alors, Luc Michel, on rentre parce qu'on était en train d'observer l'Afrique. Vous avez dit qu'en principe, il faut désormais la diplomatie du lion. Je faisais référence au président de la République du Cameroun, Paul Biya.
C'est vrai que on peut dire beaucoup de choses sur ce monsieur, mais c'est un monsieur qui a toujours été un renard des surfaces politiques et diplomatiques et qui a toujours eu, en principe, dans ses actions, lorsqu'on les lit en trame de fond, le souci de la paix. Est-ce que vous pensez que Paul Biya peut s'engager? Je faisais référence à ce qui s'était passé en Irak lorsque nous étions dans un monde unilatéral. Vous le savez très bien, la France avait dit non à la guerre, mais en dernier ressort, les États-Unis avaient fait plier certains États, parmi lesquels le Cameroun. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette politique belliciste, avec ces affrontements le bloc, Paul Biya peut s'engager dans une telle politique ou une telle diplomatie, Luc Michel? Écoutez, vous savez que je suis un ami du Cameroun. Je combats depuis 2015 les tentatives de révolution de couleur puis le terrorisme au Cameroun et je suis un ami de Paul Biya. Mais Paul Biya, il agit dans le cadre d'une géopolitique qui est celle d'un cycle géopolitique qui s'est terminé en 2015-2016. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la diplomatie du renard. Comme le dit Machiavel, le temps est à la diplomatie du lion. Le colonel Goïta au Mali l'a compris. L'alliance militaire avec la Russie, elle applique aujourd'hui le départ des Occidentaux. Elle applique que ceux-ci, évidemment, ne fassent plus l'objet de ruses et d'attention, mais sans l'objet d'une confrontation frontale. Acceptez que Macron vienne vous saluer, vous embrasser avec fort sourire, parce que c'est un hypocrite, et que dans le même temps, il rencontre à l'ambassade de France vos opposants, venus organiser le sabotage de votre succession. C'est une stratégie suicidaire. C'est cela qui doit s'arrêter. C'est cela aussi que Lavrov, en faisant Congo-Brazzaville, qui est le principal allié militaire de la Russie dans le golfe de Guinée, avec la Guinée équatoriale, est venu rappeler à tous les Africains. On peut constater justement qu'Emmanuel Macron, je crois, il s'arrête au Cameroun, il ira au Bénin. On peut donc constater cette visite étriquée. C'est vrai que beaucoup d'experts ne veulent pas l'examiner dans ce sens, c'est-à-dire que même en Côte d'Ivoire, il n'y va pas alors qu'il y a son ami. Dans le jeu des incohérences, là-bas, Alassane Dramane Ouattara, parce que les deux sont tellement incohérents que les faits l'attestent. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre cette page-là, pratiquement par extension, au niveau de l'Afrique centrale, vous pensez que la Russie va se laisser faire, puisqu'on sait ce qui se passe en RCA? Vous avez cité tout à l'heure pratiquement la Guinée équatoriale, où on a le président Teodoro Obiang Nguema qui, naturellement, semble avoir gagné cette affaire de l'ambassade, cette affaire de l'immeuble l'avenue Foch, où on devait expulser, la France devait expulser des diplomates et des représentants de l'État équato-guinéen. Est-ce que Emmanuel Macron ne se met pas dans des trous lui-même sans savoir qu'il se met justement dans ces trous? Pour un mot sur la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale n'a pas du tout gagné son bras de fer qui continue. Je viens de publier un grand éditorial de près de 20 pages sur cette affaire. Il y a un ancien président du tribunal français, le juge Butin, qui a d'ailleurs sorti un livre et dans lequel il dénonce toutes les turpitudes de la justice française. Le bras de fer continue et il n'est pas sûr que la Guinée équatoriale le gagne. Qu'est-ce qu'il faut maintenant retenir de l'action de Macron? La présence française en Côte d'Ivoire n'est pas du tout menacée. Les Américains et les Français ont resserré leur étreinte sur la Côte d'Ivoire et ils ont déplacé leur activité militaire qui ne sont plus garanties par le Sénégal de Macky Sall, qui est l'allié de la Russie et de l'Iran. Ils ont déplacé leurs activités militaires en Côte d'Ivoire. Il n'y a donc pas de raison pour Macron d'aller en Côte d'Ivoire. Macron est dans des pays qui risquent de quitter le précaré français, le Cameroun qui a signé des accords avec la Russie et le Bénin de Talon qui est très proche aujourd'hui de l'Iran. On se rappellera que les grands associés africains de Macron
notamment le béninois, évidemment, l'ancien candidat béninois à la présidence, évidemment, sont les dirigeants du Conseil africain de Macron. C'est cela l'intérêt de Macron pour le Bénin, mais Lionel Zizou, évidemment. Mais dans cette affaire, évidemment, le président Talon, qui a déjà été victime d'une révolution de couleur menée par Lionel Zizou, qui a échoué, et qui a pris position contre le maintien du franc CFA, évidemment, est prêt à basculer du côté du bloc de l'Est. C'est la raison de la visite au Cameroun et puis au Bénin d'Emmanuel Macron. C'est une contre-offensive diplomatique. Exactement comme il y a quelques semaines, le secrétaire d'État américain Blinken est venu mener une visite diplomatique, notamment au Ghana, qui a signé un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Merci, mais on quitte un peu l'Afrique parce que vous venez de déblayer la compréhension de cette situation Ukraine-Russie au niveau de l'Afrique. Alors, si il y a ces deux stratégies d'entretenir le pourrissement, l'enlisement de la situation, et une autre qui en principe souhaiterait qu'il y ait de la réelle politique, que vont faire les alliés justement de la Russie dans cette affaire? Si jamais on arrive à cet enlisement, à cette théorie du chaos, je prends par exemple la Chine, je prends l'Iran, je prends même l'Inde, et dans une certaine mesure, lorsqu'on a bien suivi le G20 dernièrement, l'Indonésie, comment ça va se jouer pour que, en réalité, la Russie, vous l'avez dit, qui a une puissance nucléaire, et qui d'ailleurs, parce qu'on ne le dit pas assez, qui est le propriétaire de la seule station spatiale dans l'espace, puisse donc justement sortir de cet enlisement et garder sa position de celui-là qui dit le monde doit désormais évoluer dans la multipolarité, dans la souveraineté des États et dans la liberté des peuples. Deux options. La Russie a pris en cause l'option du pourrissement et d'une guerre longue. Lavrov, cette semaine, a précisé d'ailleurs que dans cette optique, maintenant que l'Occident fournissait à l'Ukraine des missiles qui permettent de frapper le territoire de la Russie et les républiques autoproclamées sur plusieurs centaines de kilomètres, la Russie a développé de nouveaux objectifs militaires. Elle n'exclut plus d'aller jusque Kiev et jusque Lviv, régler le sort de l'Ukraine. Mais parallèlement à cela, le but de la Russie, c'est de diviser le clan occidental. C'est pour ça que malgré toutes les limites qu'elle connaît de la position turque, il y a eu ce sommet de Téhéran. Le but des Russes, c'est de fractionner le but occidental. Actuellement, les Russes font de la diplomatie secrète avec les Turcs, avec les Allemands, et même avec Emmanuel Macron. Il y a dans l'Union européenne des industriels, il y a des financiers, il y a des généraux, il y a des diplomates qui ne veulent pas de l'affrontement, qui ne veulent pas de la guerre, qui ne veulent pas de l'enlisement, qui ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale. Cela d'ailleurs contribue déjà à réduire les sanctions. Les Allemands, les Américains et les Français sont d'ailleurs déjà en train de détricoter certaines de ces sanctions et à rétablir des relations commerciales avant de rétablir les relations diplomatiques avec la Russie. C'est le parti du bon sens, le parti de Kissinger. On va graduellement vers la limite de cette édition qui est une page spéciale avec vous, Panafricom. Je rappelle d'ailleurs tout à l'heure qu'on va examiner, lorsqu'il sera pratiquement 17 heures, la situation des accords coloniaux, la double problématique des accords, en fait la double problématique de la question monétaire et des accords coloniaux, souvent appelés accords lyonnais en Afrique, et nous examinerons aussi avec nos deux professeurs qui se trouvent justement à Paris,
c'est-à-dire le professeur Bruno Eto, expert en médicaments, et le professeur Kojo Otondi, expert dans la biologie moléculaire, la situation de l'Afrique, en fait la souveraineté sanitaire en Afrique. Mais restons avec vous, Luc Michel. Vous avez dit que vous êtes ami de Paul Biya, vous êtes ami de l'Afrique. Alors, lorsqu'on prend ces alliés de la Russie, est-ce que vous pensez que la Russie va réussir dans ce fractionnement de l'OTAN pour imposer l'OTAN à cesser de faire cette gendarmerie internationale qui implique le vol, la prédation, le pillage et la destruction des peuples et des États? En fait, maintenant, 3 OTAN. Il y a l'OTAN d'origine qui concerne l'Europe et la Méditerranée. Il y a ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient avec Israël. Et enfin, il y a l'OTAN du Pacifique qu'on appelle le Quad avec l'Australie et le Japon. Le premier jour de l'opération spéciale en Ukraine, les 3 OTAN dominaient le monde à presque 100%, à part la Russie, la Chine et l'Iran. Aujourd'hui, évidemment, ces 3 OTAN ne dominent plus le monde. Et déjà l'OTAN du Proche-Orient, c'est un souvenir, c'est une opération géopolitiquement née. Les pays arabes et les pays du Proche-Orient, ils sont dans une neutralité bienveillante. Et dans la guerre du gaz et dans la guerre du pétrole, ils sont du côté du bloc de l'Est. Poutine est en train de fractionner l'OTAN du Sud. Il restera à régler le cas de l'OTAN du Pacifique. Mais ce qu'il faut retenir dans l'affaire, c'est qu'évidemment, Poutine sait ce qu'il fait et il a plusieurs coups d'avance. Il a derrière lui 80% de la population mondiale. Ce qu'il faut suivre, ce sont 2 opérations géopolitiques actuelles. C'est les BRICS, dans lesquels viennent de rentrer l'Argentine et l'Iran, et dans lequel d'autres pays sont intéressés. Mais c'est la réactivation de l'organisation des non-alignés, avec notamment l'Indonésie, l'organisatrice du G20, qui a une politique de neutralité bienveillante vis-à-vis du bloc de l'Est. Voilà ce qu'il faut retenir. L'Occident aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la superpuissance unique américaine de 1991. Je vous le rappelle donc, le grand magazine américain Harper's de politique internationale faisait sa couverture cette semaine. Le 21e siècle ne sera pas un siècle américain. Ce thème, c'est celui du principal géopoliticien américain, John Friedman. Il intitulait son livre manifeste The Next 100 Years, les 100 prochaines années, pour que le 21e siècle soit un siècle américain. Visiblement, il y a des forces aux États-Unis qui ne sont pas d'accord avec ces partisans du corps de la guerre. Soros n'est plus l'univers intellectuel dominant aux États-Unis. Il y a aussi les gens qui, comme les sont des réalistes, des partisans de la haine politique. Des réalistes, des partisans de la réelle politique. Vous savez très bien que M. George Soros, c'est lui le patron de Davos, et qu'en principe, ça fonctionne dans cette économie avec en alliage avec la criminalité, parce qu'il faut prendre les biens des peuples, il faut prendre les richesses des peuples, et puis en principe se les approprier sans que ces peuples en réalité disent mot. Alors, est-ce que vous pensez que cette option va trouver une fin dans ce qui est en cours maintenant? Je parle là de l'économie des blocs en principe. Et tant que l'option était uniquement militaire, c'était tenable. Mais en déclenchant la guerre économique, la guerre du pétrole qui date de 2015, la guerre du gaz qui est au cœur de la guerre en Ukraine, en détruisant l'économie mondiale et en perdant cette guerre face à la Russie, évidemment, le camp de la guerre a fait une erreur fondamentale. Il y a des forces financières, industrielles, puissantes, qui ne sont pas d'accord de courir à la ruine. Ce sont ces industriels, ces financiers, qui veulent faire la guerre avec la Russie, le bloc de l'Est, qui veulent conserver le marché iranien, le marché russe. Je vais vous donner un exemple. Lorsque les Américains ont rétabli
les sanctions contre l'Iran, ils ont obligé Peugeot à quitter le marché de l'automobile iranien. C'est depuis là Peugeot est en crise. Aujourd'hui, c'est Renault qui a dû quitter le marché russe, céder pour 1 € son usine principale. 40% de la production de Renault est en Russie. Céder son usine principale pour 1 € à la municipalité de Moscou, qui va relancer une nouvelle marque d'automobile soviétique, les automobiles moscovites. Renault aura du mal à s'en remettre. Évidemment, tous ces gens, et c'est un exemple, ne sont pas d'accord de se laisser ruiner. Et ils comprennent aujourd'hui que la globalisation made in USA, c'était la richesse d'une vingtaine de milliardaires, les Soros, les Jeff Bezos, les Bill Gates et compagnie. Mais c'était la ruine des autres, la ruine des pays, la ruine des peuples, mais aussi la ruine des grands patrons occidentaux. Et ceux-là ne sont plus d'accord de se laisser faire. Celui qui a compris cela, c'est Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping, c'est les gens de Téhéran. Ils mènent la guerre économique avec de nombreux coups d'avance. Ce sont des joueurs d'échecs. Les Américains, ce sont des joueurs de poker qui tentent des bancos, des coups de blackjack à la table de poker, des casinos. On peut donc dire que la globalisation est en question ici et qu'elle peut subir une limite avec cette action lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Je note au passage que l'ayatollah Ali Khomeini, donc de l'Iran, s'est félicité d'ailleurs lors de l'arrivée de Vladimir Poutine qu'il a reçu en Iran de cette action de police internationale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Est-ce à dire que dans cette affaire, la globalisation, la mondialisation tout azimut, où les biens de tous les peuples et de toutes les nations doivent être gérés, vous l'avez dit, par 20 milliardaires, est en question désormais? Bon, c'est l'ayatollah Khamenei avec un A. C'est le successeur de Khomeini. Ils ont presque un même nom, à une consonne de différence. C'est le guide actuel. Khomeini aujourd'hui est mort, qui était le premier guide iranien. Il est le principal allié de la Russie. Et en saluant l'opération spéciale en Ukraine, il a giflé les Américains et il leur a signifié que ce rêve que l'Iran allait fournir l'Occident en produits pétroliers et poignarder dans le dos de la Russie n'arriverait pas. Il y a un axe puissant, militaire, économique et géopolitique, Téhéran-Moscou aujourd'hui, qui s'est forgé au départ de la guerre en Syrie et qui continue aujourd'hui à partir de la guerre économique. Les Américains disent que l'Iran, c'est l'épée géopolitique de la Russie. L'Iran a renoncé à fournir l'Europe en produits pétroliers pour permettre gagner moins d'argent, mais permettre à la Russie de rester la dominante du marché pétrolier en Europe. Et en échange, les Russes, évidemment, ils protègent géopolitiquement au Conseil de sécurité. Et dans le domaine du nucléaire iranien, l'Iran. Aujourd'hui, l'axe Pékin-Téhéran, il est l'axe dominant de l'organisation de coopération de Shanghai avec Pékin. Et il est en train de transformer l'OCIF d'une alliance géoéconomique en alliance militaire, la contre-OTAN. Merci à vous, Luc Michel. On va donc sortir de cette édition pour comprendre que la Russie semble être très très consciente des enjeux planétaires actuels parce qu'elle s'était soustrait dans beaucoup de champs. On a parlé tout à l'heure de la Libye. Elle n'a pas voulu se soustraire au niveau de la Syrie. En Irak, elle était pratiquement inexistante ou absente. Les faits sont là. Mais on va dire que, parallèlement à la visite d'Emmanuel Macron dans cette affaire qui se joue qui se joue à Kiev, ou tout au moins en Ukraine, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, sera donc reçu ce dimanche soir à Oyo
Je rappelle que Oyo, c'est la ville natale du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que dans cette affaire, dans ces tours de Sergueï Lavrov, dont on connaît les actions en conformité avec la ligne de Vladimir Poutine, est-ce que cela va toujours dans le cadre de ces zones d'influence? Le ministre des Affaires étrangères, c'est le numéro 2 russe et c'est le principal idéologue de ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-eurasisme d'État russe. C'est le théoricien de la Grande Europe, notamment de Vladivostok à Lisbonne, qui est hérité des théories du géopoliticien belge Jean Thiriard, né à Bruxelles en 1982. Aujourd'hui, évidemment, Lavrov va être reçu en ami dans le village natal de Sassou Nguesso, c'est tout un symbole. Comme Poutine a reçu le président sénégalais Macky Sall en ami à sa table à Sochi. Voilà ce qu'il faut retenir de l'affaire. Le monde est en train de se structurer en deux blocs. Le bloc américain occidental et le bloc de l'Est. Dans ce bloc de l'Est, il appelle à ses côtés l'Afrique. On retiendra que la contestation du nouvel ordre américain, né en 1991, elle a commencé à partir de 2015 en Afrique. En avançant pas à pas par une série de coups d'État, la Russie a rétabli la situation. Il est notamment intervenu au Soudan, en Libye, ensuite en Centrafrique et au Mali, et maintenant dans 14 pays africains. Il a préparé un certain nombre de coups d'avance. Par exemple, aujourd'hui, c'est la Russie qui bloque le pétrole libyen grâce à la présence des paramilitaires russes en Cyrénaïque. Il empêche les Turcs et les Américains de faire main basse sur le pétrole libyen et de substituer au pétrole russe le pétrole libyen. C'est la même chose qui se passe dans le golfe de Guinée. C'est la même chose qui se passe au Sahel, etc. C'est derrière cette défaite occidentale que courait Blinken il y a quelques semaines, que courait Georges Soros à Davos, que court aujourd'hui Emmanuel Macron au Cameroun et au Bénin. Les Français, il faut souligner, ils ont une position très faible. La France, elle est dans la période de déclassement. Les maîtres d'œuvre de la contre-offensive occidentale, ce sont les Américains qui mènent la guerre contre la Russie. Macron essaye simplement aujourd'hui de s'inscrire dans les projets américains et de parasiter ceux-ci pour faire croire que la France compte encore mondialement dans la géopolitique. Ce n'est pas le cas. C'est une petite puissance secondaire qui est même déclassée en Europe et en Méditerranée. Avant de partir de cette édition, on va, avec vous Luc Michel, on va dire que le président Denis Sassou Nguesso est déjà à 400 km de Brazzaville, dans la capitale congolaise, où il va justement rencontrer et recevoir son hôte de marque. Le président Denis Sassou Nguesso va donc recevoir à Oyo donc le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Et vous dites, Luc Michel, c'est une diplomatie parallèle. Est-ce que désormais l'Afrique centrale et donc le golfe de Guinée peuvent s'en tirer dans l'exercice, dans ces influences, s'en tirer et trouver la souveraineté dans la gestion des États et l'organisation de ces mêmes États? Luc Michel. Ce que Lavrov pratique, lui, c'est la diplomatie officielle. La Russie agit à visage découvert. Lavrov ou Poutine se déplacent. Il conclut des traités d'État à État. Parallèlement à cela, il y a une diplomatie russe parallèle qui est menée par ce qu'on appelle les acteurs non officiels. Parmi ceux-ci, il y a Eugénie Prigozhin, il y a Constantin Malofiev, il y a également, je le dis en toute modestie, moi-même, nous sommes 5 grands acteurs en Afrique de la diplomatie secrète. Notre action complète la diplomatie russe. Les Occidentaux, eux, ils mènent ce qu'on appelle la diplomatie secrète. Macron, évidemment, ce qu'il fait, par exemple avec le Rwanda, il a conclu des accords
de diplomatie secrète, dont les objectifs et les traités sont disséminés au peuple. Les accords, la diplomatie que pratique Macron avec la Côte d'Ivoire, c'est une diplomatie, ou avec le Maroc, c'est une diplomatie cachée, évidemment. Toute la différence entre l'Occident et l'Afrique, elle se situe là-bas. L'Occident, c'est l'empire du mensonge, de la dissimulation des coups bas. Nous, le bloc de l'Est, je dis nous parce que moi je suis l'un des acteurs de ce bloc de l'Est. Nous, le bloc de l'Est, nous agissons en visage découvert. Nous ne sommes pas des traîtres, nous ne sommes pas des gens qui agissons derrière des masques ou des faux drapeaux. Nous menons un combat pour la cause du bien et de la justice. Et nous appelons évidemment tous les Africains, comme je le fais depuis 2014, à rejoindre notre combat, qui est le combat également de l'Afrique pour sa liberté. Nous devons redevenir des sujets de l'histoire. La Russie de Poutine, l'Iran de Khamenei, la Chine de Xi Jinping, ce sont de vieux empires, de vieux États-civilisations qui n'ont pas abdiqué, qui aujourd'hui sont des sujets de notre histoire. L'Afrique aussi, qui a derrière elle une histoire millénaire, doit redevenir le sujet de son histoire et non plus un objet de l'histoire tel qu'elle est aux mains des Occidentaux, à travers l'esclavagisme, à travers le colonialisme, le néocolonialisme, la conférence de Berlin, la conférence de La Baule et tous ces actes d'abdication de l'indépendance africaine. Vous avez dit la justice et le droit, la vérité, c'est pour cela que je me tiens et que nous nous tenons ensemble. Ça fait pratiquement une dizaine d'années de manière médiatique lorsque nous avions conçu le débat panafricain et personne historiquement ne peut contester cela. Je n'ai pas besoin de le redire. Alors Luc Michel, les deux personnalités, Denis Sassou Nguesso, Sergei Lavrov, vont échanger justement sur la coopération entre la Russie et entre le Congo et la Russie, ainsi que sur l'actualité internationale. Très important, Luc Michel, les deux personnalités vont échanger justement sur le grand projet de construction par la Russie d'un pipeline long de plus de 1000 km reliant la ville pétrolière de Pointe-Noire au sud du Congo à la ville d'Ouezo, à l'extrême nord-ouest du Congo. Un commentaire, Luc Michel. Les années 60, c'était à ce moment-là l'État parti du Parti du Travail du Congo, c'était l'allié géopolitique de l'Union soviétique et de la Chine. C'est la première présidence de Sassou Nguesso. Même pendant la guerre civile du Congo-Brazzaville, ouverte par la conférence de La Baule et Mitterrand, eh bien, le Congo-Brazzaville n'a jamais rompu les liens avec Pékin et avec Moscou, et aujourd'hui ils sont rétablis. À partir de 2015-2016, le Congo de Denis Sassou Nguesso, qui était revenu au pouvoir, est redevenu l'allié du bloc de l'Est. Tout d'abord, il y a le gaz et le pétrole qui est tourné vers la Russie et vers la Chine. C'est l'importance de ce pipeline qui va acheminer les produits du Congo-Brazzaville vers le bloc de l'Est. Secondement, il y a le développement industriel du Congo-Brazzaville, notamment de l'agriculture industrielle, qui se fait avec les BRICS, notamment avec l'Argentine, dont je vous rappelle qu'elle est un des acteurs principaux des BRICS et dont le président, qui était jadis un allié de Donald Trump, est aujourd'hui un allié de Vladimir Poutine. Et enfin, le Congo-Brazzaville est un allié militaire du bloc de l'Est. Il y a des accords avec la Russie qui ouvrent les ports en eau profonde du Congo-Brazzaville, la flotte russe, notamment Pointe-Noire. Il y a des conseillers militaires, etc. Il y a des livraisons d'armement russes au Congo-Brazzaville. Et évidemment, le Congo-Brazzaville est lié par l'amitié avec le Congo de Paul Biya et avec le parti, le PDGE de Guinée équatoriale,
du président Obiangema Massogo. À chaque congrès du PDGE, il y a une importante délégation du Parti du travail du Congo qui vient démontrer son amitié. Sassou Nguesso, c'est un élément clé du bloc de l'Est. C'est pour ça d'ailleurs que Macron n'essaye même pas d'aller là-bas. Il n'est même pas certain qu'il soit dessus d'ailleurs. D'autant plus qu'il faut savoir quelque chose, c'est que depuis maintenant 15 ans, une opération de déstabilisation du Congo est menée par la France sous prétexte des biens d'Imalaki contre la famille de Sassou Nguesso, mais également diverses tentatives de révolution de couleur, notamment à l'occasion des dernières législatives de 2016, dans lesquelles la France a fait basculer la révolution de couleur dans une opération terroriste avec notamment les ninjas du pasteur Toumi, évidemment. Une tentative qui a échoué, mais qui n'est pas vraiment terminée. On le sait au Congo-Brazzaville, et on mène en particulier devant les juridictions françaises une contre-offensive diplomatique qui rappelle celle de la Guinée équatoriale. Nous saluons donc le président Denis Sassou Nguesso qui se trouve justement dans son village natal à Oyo. C'est à 400 km de Pointe-Noire, c'est-à-dire à 400 km de Brazzaville, c'est-à-dire vers le nord. Et nous disons aussi un mot à l'agence chinoise qui nous donne ces informations et beaucoup d'amitié, c'est-à-dire les Chinois qui nous donnent ces informations. Merci à vous, Luc Michel. On reviendra sur cette visite probablement demain et naturellement cette autre qui se passe au Cameroun, donc ce jeu d'influence qui rentre dans la construction actuelle, en fait, l'économie des blocs actuellement en cours dans le monde. On peut comprendre décidément que ces patriarches africains sur qui on a dit beaucoup de choses, Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, que nous saluons d'ailleurs depuis son village natal, président équato-guinéen Teodoro Obiangema Massogo, en réalité ne sont pas nés de la dernière pluie, et c'est pour cela qu'ils maintiennent le cap de manière diplomatique, de manière intelligente et surtout politique et géostratégique et géopolitique d'ailleurs. Merci à vous, Luc Michel. À bientôt. Merci madame, salut monsieur. Vous venez de suivre là la première partie de Panafricom. La seconde, ce sera tout à l'heure, c'est-à-dire derrière nous dans 30 minutes justement. Nous irons à Paris pour prendre les deux professeurs. Il y a un que j'aime beaucoup, c'est un Africain il est d'ailleurs le seul. C'est pour cela, le péché qui est le nôtre, c'est d'aimer les compétences, les valeurs. C'est le professeur Kojo Otonji, professeur à la Sorbonne, professeur justement depuis 40 ans d'exercice. Il a écrit sur le Covid, il vient de commettre justement notre livre qui en réalité se vend. En fait, c'est distribué comme ça par voie numérique. On va les recevoir tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on va examiner avec eux? On va aller examiner la question, la problématique de la souveraineté sanitaire en Afrique. Pourquoi l'Afrique reste toujours sur la traîne de cette affaire de l'Organisation mondiale de la santé et même d'autres activités, alors que pendant le Covid, l'Afrique a démontré qu'elle avait des compétences de surpasser un certain nombre de choses et d'en créer même. Madame, monsieur, à tout de suite, dans une trentaine de minutes.